Bonjour les amis, aujourd'hui on a essayé de découvrir la version 11 de Java. On est une équipe de 5 personnes, donc chacun va prendre la parole et de détailler une partie de fonctionnalité. Aussi, on aura des cas de pratique pour bien saisir les idées ou bien les fonctionnalités en tête. Donc c'est moi qui va prendre la parole pour vous présenter la première partie. Parmi le plan qu'on va suivre, on a une introduction sur JDK 11. Après, on va détailler le API HTTP Clients pour faire des requêtes HTTP. On va découvrir le mode de licence pour Java. Donc, il devient Pion après Java 11. L'utilisation de mots-clés var dans Lambda Expression, des nouvelles fonctionnalités ou bien des nouvelles méthodes au niveau de la classe string, la classe file, l'interface collection, l'interface fonctionnelle predicate. On a une nouvelle méthode note, exécution de fichiers directs sans compilation, amélioration au niveau de performance, des modules supprimés ou bien obsolètes dans JDK 11. Et on va terminer par une petite conclusion. Pour l'introduction, Java 11 est publié en septembre 2018. Il vient avec pas mal de fonctionnalités, donc c'est une nouveauté majeure de Java. C'est une distribution LTS, Long Term Support, donc qui sera soutenue par Oracle pour longue durée. Depuis cette version, Java devient pion en production, c'est-à-dire les entreprises qui ont des applications en production, ils doivent payer. Pour ces entreprises-là, donc, ils bénéficient des mises à jour au niveau de sécurité, de maintenance. Le mode de release ou bien la cadence des versions au niveau de Java. Donc, après la version 10, qui est publiée en 2018, on aura une version pour chaque 6 mois. Donc, pour chaque année, on a 2 versions. Par exemple, au niveau de 2018, on a JDK 10 et 11. Donc, 2 versions par année. C'est la cadence créée par Oracle. Une distribution LTS pour toutes les 3 ans. Donc, on a Java 11 en 2018. Donc, 2018 plus 3 ans, c'est 2021. 2021, on a JDK 17. Mais après JDK 17, on a une nouvelle cadence, c'est 2 ans. Pour chaque 2 ans, on a une version LTS. C'est-à-dire, 2021 plus 2 ans, c'est 2023. C'est la date de publication de JDK 21. La dernière version stable. La version courante aujourd'hui, c'est 22. C'est quoi la différence entre OpenJDK et OracleJDK? Donc, OpenJDK, il est gratuit, sans licence, ou bien il est distribué sous la licence GNU GPL, c'est-à-dire il est open source. Pour l'autre, OracleJDK, il a un support commercial. Donc, les entreprises qui ont des applications en production, ils doivent payer pour bénéficier de cette offre de OracleJDK. OracleJDK est distribué sous la licence Oracle Binary Code License Agreement. Donc, OracleJDK, pour les télécharger, c'est gratuit, mais pour les entreprises qui ont des produits en production, ils doivent payer pour bénéficier de support en termes de sécurité et de maintenance. Le support, donc, la couleur verte, c'est le support gratuit. La couleur bleue, c'est le support commercial. Donc, pour les petites versions, par exemple, la version 9, 10, 12, 13, 14, sont des versions mineures. On a le support jusqu'à la publication de la prochaine version, mais après, on n'a pas de support. Donc, ces versions mineures, ils n'ont pas de support, mais par contre, les versions, par exemple 8, ou bien 11, ou bien 17, après la publication de la version suivante, on a un support commercial qui dure longtemps. Donc, les entreprises, elles payent pendant cette durée-là pour avoir un support. Cette notion de paiement au niveau de production, il vient avec Java 11, mais pour Java 8, depuis 2019, depuis janvier 2019, il devient aussi payant.
pour OpenJDK qui est gratuit, mais il n'a pas de support, on a des alternatives pour avoir ce support-là. Par exemple, Adapt OpenJDK, donc il prend le code source de OpenJDK et ils font le support ou bien il est gratuit, comme vous voyez, il est gratuit en production. On a aussi Azul Zulu, donc il est gratuit en production, il donne un support commercial. Ce sont des alternatives pour OpenJDK, pour avoir un support. Parmi les fonctionnalités de Java 11, on a le lancement simplifié de programme Java via une seule commande. Directement, on trouve Java, le nom de fichier, et on exécute directement le fichier, sans passer par Java C, compile, et après on exécute. Donc, on va avoir une petite pause pour vous montrer cette fonctionnalité. Donc, j'ai un fichier Java avec la version de Java 8. Donc, maintenant j'ai 17. Donc, je peux exécuter directement le fichier via la commande Java, le nom de fichier. Voilà. Donc, j'arrive à lancer l'application. Mais avec Java 8, je vais switcher vers Java 8. Donc, je vois fermer console pour avoir Java 8. Java version. Donc maintenant, je pointe vers Java 8 et je vais essayer d'exécuter directement le fichier Java. Donc, c'est une erreur. Je dois passer par la partie de compilation. Donc, à ce moment-là, je crée un fichier .class et je vais exécuter le fichier sans extension et avec la commande Java. Voilà. Donc, c'est une utilité pour l'éducation ou bien l'apprentissage des étudiants. Ce n'est pas une grande fonctionnalité, c'est juste une fonctionnalité d'apprentissage pour l'éducation. On continue. Après cette petite fonctionnalité, on a la suppression de modules. Parmi les modules supprimés au niveau de JDK 11, on a Java EE. Java EE, il contient pas mal de modules, de petits modules. Par exemple, Java XML Web Service ou bien Java XML Bind. La conversion entre XML et les objets Java. Donc, ces modules-là, ils sont supprimés, mais on peut l'utiliser via les jars ou bien les dépendances Maven. On a Corba, c'est l'alternative du web service, c'est un petit ancien. On a JavaFX. JavaFX, comme vous connaissez, c'est une bibliothèque utilisée pour créer des interfaces graphiques modernes. C'est une alternative du Swing. Donc, on va essayer de créer un projet Java 8 et on va essayer de créer une interface JavaFX sans rien importer. Donc, c'est déjà intégré par défaut dans Java 8. Mais dans Java 11, on doit inclure des fichiers jar de JavaFX. Donc, je vais créer un projet. Donc, je vais créer un fichier Java, une classe, hello, world. J'ai déjà préparé un code source pour cette interface JavaFX. Donc, comme vous voyez, JavaFX il est intégré dans JDK 8.
si j'essaie d'exécuter cette interface, donc c'est bon. On arrive à créer une interface JavaFX sans rien importer. Mais si on switch vers Java 11, à ce moment-là, on a JavaFX, il est supprimé de JDK 11. Donc, on doit l'importer via les fichiers jar. Donc, je dois les importer au niveau de Global Library. Add to module, my add, pas de problème. Apply, OK. Je vais créer un package test. Et je vais ajouter un fichier module info Java. Je vais faire un require JavaFX control et require JavaFX fxml. Je vais le dire open le package test. Donc maintenant, on a JavaFX, il est bien importé. Et si j'essaie d'exécuter, donc c'est bon. C'est bon. Donc je passe la parole au suivant. Allez. Vous voyez mon écran? Oui. Oui, ça marche. Ok, alors de mon côté, je vais compléter la présentation. J'ai pris en charge de présenter les deux chapitres. La première, c'est New String Method. Et la deuxième, c'est la collection to an array. Ce sont deux nouveautés de Java 11. Alors, pour la première, pour les strings, on a presque six méthodes qui ont ajouté à la classe string isBlank, links, repeat, strip et strip leading, un strip training. On va voir par la pratique toutes les méthodes. La deuxième chapitre, c'est l'ajout d'une méthode, default méthode, au niveau de l'interface collection to array. Cette méthode prend en paramètre un end function. End function, c'est une interface fonctionnelle. Mais je préfère de voir tout le détail sur la pratique. Ok, alors je vais commencer par la méthode isBlank. Alors isBlank, alors tout d'abord je vais essayer de cliquer sur isBlank pour voir l'apparition de la méthode. C'est dans la version 11. Alors isBlank, c'est pour vérifier les chaînes, c'est vide de mots. Ok, alors j'ai essayé de préparer. Ok, je vais essayer de faire le tout. Ok, ça marche. Alors j'ai essayé de préparer à l'avance des exemples comme ça pour profiter du temps. Alors du coup, j'ai créé une variable string. Après, j'ai fait un espace avant et un espace après. J'ai créé une autre variable string qui a un espace. Adi, Oui, je pense que vous vous trompez. Vous êtes en train de présenter isBlank. Le fichier que vous êtes en train d'ouvrir, c'est strip. ah, strip. Ah oui, oui. Ah, il est sélectionné. Je suis désolé. Merci. Bien vu.
Ok, alors j'ai créé une variable vide de type string. Après, j'ai créé une autre variable. Sinon, on peut tester ligne par ligne. Ok, on fait comme ça. Ok, il retourne true, ça veut dire que la variable est vide. Alors, je vais essayer de faire une seule exécution et après, on va discuter. Ok, je vais exécuter. Ok. Ok, on va commencer par la première ligne. On a dit que si elle teste si la chaîne est vide. Alors, effectivement, la chaîne est vide, c'est trop. Alors, la deuxième, j'ai essayé de mettre un espace et en même temps, il a testé la chaîne et il a trouvé que la chaîne est vide. Donc, il supprime les espaces. Non, il ne prend pas en compte les espaces. Parce Donc, que il fait un trim et il teste. normalement, il y a une différence avec les trims. Ouais. Parce que normalement, les trims, il calcule la longueur, length de la chaîne de caractères. J'ai déjà aussi préparé un exemple pour les trims. D'accord. Ok, ok, voilà. Non, is blank, c'est pas comme is empty. Alors, par exemple, pour cette variable, is blank c'est true, is empty c'est false. Pourquoi? Parce que pour la méthode is empty, il calcule la longueur de la chaîne. Un espace est un caractère. Ça veut dire si j'ai fait length pour is blank, je vais trouver 1. C'est correct? Oui. Ok. Aussi pour s'il y a des espaces en avant, en arrière, ah, je suis désolé, au début, au fin de la chaîne, toujours il retourne true. Alors, pour le... C'est ça, toutes les trois. Ok, ça, ça, ça. Ça aussi, ça aussi, il retourne true. Ça aussi. Alors, on a seulement une seule false, deux false. Ça, on peut expliquer pourquoi. La ligne 13, il retourne false. Is blank. Ouais, effectivement. Parce qu'il n'est pas vide. Oui. Ok, Donc, alors j'ai essayé d'ajouter. Oui, oui, donc S-Blank, il ne prend pas en considération les espaces vides, les retours à la ligne, les tabulations. Oui. effectivement. Ça marche. Pour les isempty, alors j'ai dit c'est que pour isempty, alors si je clique sur la méthode, il va sur la length. Ça veut dire, par exemple, c'est un espace et un caractère. Ça veut dire si je donne deux espaces sur une chaîne, automatiquement il détecte que la length est supérieure à 0. Il retourne false. Ok, je passe. Oui. Ok, je passe directement à la deuxième méthode. La deuxième méthode, length. Alors, length, il vérifie le nombre de lignes d'une chaîne de caractères. Normalement, il base sur un séparateur retour à la ligne. Normalement, cette méthode, alors, il retourne un flux de lignes, il retourne un stream. Normalement, le stream, il est déjà introduit dans la version 8. Alors, j'ai déclaré une variable de type string. Alors, test, retour à la ligne, Java.
Après, j'ai essayé d'afficher combien de lignes j'ai dans la chaîne. Alors, j'ai 2. OK? Aussi, cette méthode, il ne prend pas en considération les tabulations. Il prend seulement les retours à la ligne. C'est 1, 2 pour le 3. Pour le 3, je n'ai pas un retour à la ligne. Automatiquement, je retourne 1. Est-ce que vous avez une question? Je sais que très très simple, mais Oui, c'est bon. c'est clair? Oui. Oui, c'est C'est clair. clair. OK. Alors, je passe à la troisième méthode. Repeat. Alors, il répète la chaîne à données. Par exemple, j'ai déclaré une variable de type test, de type string, pardon. J'ai affecté la valeur test. Et après, j'ai dit repeat deux fois. Ça veut dire qu'il va afficher test, test. Exécuter. Voilà, test, test. Ça répète Java 3 fois. J'ai mis un espace dans ce niveau pour voir l'affichage. Ça aussi, c'est très simple. Je crois qu'il n'y a pas de question. Je passe directement vers la méthode strip. Ok, alors cette méthode, cette méthode, normalement, oui, cette méthode, elle fait la suppression d'espace, soit au début, soit à la fin, pour une chaîne de caractères. Normalement, en avant, on utilise les trims, mais je vais expliquer quelle est la différence entre les deux. Normalement, par exemple, dans cette ligne, alors j'ai déclaré une variable de type string. Normalement, j'ai un espace avant et un espace après. Normalement, si j'ai exécuté, ok, il n'y a pas d'espace. Il supprime l'espace au début et à la fin de la chaîne. C'est la même chose pour la deuxième. J'ai mis un espace à la fin. Il n'y a pas d'espace. La troisième aussi, il supprime l'espace. Pour la quatrième, c'est la même chose. Il supprime les débuts et la fin. C'est pas entre le chaîne de caractères. Ok. Normalement, la seule différence entre les trims et cette méthode, c'est que les trims, normalement, effectivement, ils suppriment l'espace, mais il a une limite. Alors, je clique sur trim pour expliquer la limite. Alors, la limite, elle est où, la limite? La limite, oui, c'est ça. Normalement, si je donnais un Unicode pour la chaîne, par exemple, dans ce cas, alors je dis ok, dans ce cas, alors j'ai créé une variable de type Java, mais ça, c'est l'Unicode de l'espace. Un espace, c'est l'Unicode. Et après, si j'exécute, alors je trouve que automatiquement, il supprime l'espace. C'est ça. Mais attends, je vais... C'est comme c'est ça. Pour voir le... Ok. Normalement, ça, c'est un espace. Il a supprimé l'espace. Mais pour la deuxième, il n'arrive pas à le supprimer. Mais on a réussi à le supprimer par la méthode strip. Ça, c'est la même chose. Ça, c'est un espace, c'est un espace. Mais pourquoi sur les trims, ils ne suppriment pas la deuxième? Parce que automatiquement, quand ils ont créé la méthode trim,
et this is less than or equal to, normalement, il doit égal ou inférieur à 0,020. OK? Ça, c'est 20, mais ça, c'est 2000. Par exemple, si j'ai pris, je sais pas, j'ai déjà préparé c'est ça. Tout ça, ce sont des espaces. C'est l'Unicode, par exemple, 2006. 2006, et je l'ai mis ici, 2006. 2006, ça va pas. OK, pour trim, il n'arrive pas à le supprimer, mais pour strip, il supprime. Une question? C'est bon. C'est bon. OK, alors je passe directement à la méthode strip leading. Strip leading, oui, c'est ça. Alors, strip leading, alors cette méthode pour supprimer l'espace au début d'une chaîne de caractères. Alors, j'exécute. Normalement, il supprime le début. Ça veut dire, normalement, dans cet exemple, il doit supprimer cet espace. Il doit laisser cet espace. Voilà. Si je clique ici, il y a un espace. OK. C'est la même chose pour la deuxième. Mais pour la troisième, il va supprimer l'espace. Voilà. C'est-à-dire, Oui. je pense que c'est mieux d'utiliser point count, comme ça vous constatez que est-ce qu'il supprime les caractères ou non. Oui, je l'ai déjà fait. Mais en Voilà. même temps, on peut voir Voir. Oui, c'est ça. OK. Alors, par exemple, pour cette variable, on a un espace en avant, un espace au début de la chaîne, un espace à la fin de la chaîne. Normalement, le count, c'est 9, mais après la méthode strip leading, c'est 8. Ça veut dire qu'elle a supprimé l'espace en avant. Donc, il est immutable. Comment? Il est immutable, strip lundi. Immutable. Non, mutable. Donc, Mutable. il modifie l'objet strip leading 3. Il n'a pas modifié. Ça veut dire, il a supprimé seulement l'espace. Non, comme vous savez, string, il est immutable. Donc, si vous faites des opérations sur un objet string, donc il va pas modifier l'objet, il va créer un autre objet. Effectivement. Donc, On peut vérifier. vous avez appliqué strip leading sur l'objet et il a modifié la taille de cet objet, de ce string-là, vers 8. Donc, il a modifié l'objet, en fait. Mais je crois non. Il y a pas, je crois seulement une suppression d'espace. La modification, ça veut dire qu'il doit affecter je sais pas, une nouvelle variable. Oui. Une nouvelle valeur, pardon. On va imprimer l'objet après l'utilisation de la méthode et on voit est-ce que l'opération a modifié l'objet ou pas. Parce que même Ah, vous utilisez la méthode, si bien sûr, elle va afficher 8. Oui. Il a affiché l'appel de la méthode strip leading. Donc, il n'a pas réutilisé la variable. Dans la ligne 16. Il retourne un string. Oui, c'est bon. normalement, on a créé une variable. Oui, dans la ligne 17, supprime système out println.
tout simplement strip, Comme ça? strip leading 3 points. Non, non, non. Après la déclaration, Ok. fait string leading 3 points strip leading. Ok, ça veut dire ça. C'est pas system out println. Seulement string leading. D'accord. Ok. Après, tu vas afficher strip leading point length. Donc, il va afficher 9. Comme ça? Non, garde le nom de variable point length. leading 3. Bien sûr, elle va afficher 9. 9, parce que Bien sûr. string, il est immutable. Bien sûr, elle ne change pas. C'est ça la question. Oui. Donc, si vous exécutez maintenant, je crois on va voir 9. C'est pas 8. Bon, effectivement, 9. Mais pourquoi j'ai appliqué directement vers la variable? Oui, C'est pour ça. ouais, d'accord. Ouais. Pour savoir qu'au strip leading, il supprime les espaces après à la fin du variable. Oui, parce qu'au début, alors, je retourne tout ça. Ok. Normalement, si j'ai affiché length de cette valeur, je trouvais 9. Ok? Oui. Oui. Oubliez ça. Mais si j'ai appliqué la méthode stripLength.length, je vais trouver 8. Oui. Parce qu'il va supprimer cet espace. Oui. C'est possible de consulter la méthode strip leading. StripLeading, il retourne un string. Donc il ne va pas modifier la valeur initiale. Oui. Moi, en même temps, j'ai croyé qu'il Écris-moi un nouveau. travaille avec des string builder, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est bon. Je passe? Oui. Oui. Ok, je passe directement à la méthode strip trailing. Yes, c'est ça. Alors, cette méthode, elle fait le contraire. Il supprime l'espace à la fin de la chaîne. J'exécute. Ok, normalement, pour la première variable, il y a un espace au début, un espace à la fin. Normalement, il a laissé l'espace qui est début, et pour la fin, il a supprimé. C'est la même chose, j'ai fait un test pour length. On a 9, et après la suppression, on a 8. Oui, c'est clair. Je crois. On a passé sur toutes les méthodes. Sblank, len, on a déjà vu. Repeat. On n'a pas le string, strip. Ok. Ça veut dire que je vais passer à la deuxième. À la deuxième chapitre. Bon, Ouais, c'est tout. Tu arrêtes, ok. Alors, normalement, c'est une méthode par défaut qui est ajoutée à l'interface collection. On peut le voir, c'est un message cliqué aussi. Non, c'est pas ça. Ok. Alors, c'est une default méthode qui est ajoutée à l'interface collection. Normalement, cette méthode, elle prend en paramètre intFunction. intFunction, c'est une interface fonctionnelle qui est une seule méthode qui prend en paramètre un int qui retourne un type générique. Mais franchement, ce que je trouvais sur cette méthode, il est utilisé pour simplifier la conversion des collections en tableau avec un process simplifié. Mais franchement,
j'ai pas encore touché l'efficacité de cette méthode. C'est que normalement, avant la version 11, pour faire la conversion, on fait comme ça. Ça veut dire on crée un objet de type list. Et après, on fait variable point to array. À la version 11, normalement, l'écriture change, mais franchement, je ne touche pas l'efficacité. Mais si quelqu'un un peu en recherche ce sujet, elle peut. D'accord. Des questions, sinon je passe la parole à Bonfo. Donc, pour moi, c'est bon. Oui, c'est bon. Tout est bon pour moi. Ok, d'accord. Sinon, alors je vais passer la parole à Bougounfo. Et après, si on a un peu de temps, j'ai trouvé qu'il y a aussi une nouveauté de Java 8, mais je sais pas, il n'est pas mentionné sur le site officiel. Est-ce que je peux présenter un petit ajout ou je Oui, laisse à la fin de la présentation? comme vous voulez. Ok, alors je trouvais sur Option, normalement Option, ça c'est la nouveauté de Java 8, mais sur Option, ils ont ajouté une méthode isEmpty. isEmpty, Ouais. normalement, isEmpty c'est la nouveauté de Java 11, mais je ne sais pas pourquoi ils disent pas sur le site officiel de Java. isEmpty, alors l'objectif de cette méthode ou l'intérêt de cette méthode, c'est que normalement on a un objet optional pour tester ce qu'il est vide ou non, ça veut dire est-ce qu'il est nul ou non. Alors on travaille avec isPresent, ok. Soit on fait isPresent, si on a besoin de le contraire, on fait point d'interrogation ici. Ouais. Mais maintenant on peut travailler directement avec isEmpty. Ouais. Soit isPresent, comme ça, et pour le contraire, on fait isEmpty directement. C'est bon. Allez. Merci Alors, Adil. Merci. merci à vous. Alors, c'était de mon côté, je passe la parole à M. Brunfo. Merci, Monsieur Adil. Donc, en continuant notre présentation concernant les nouveautés de Java 11. Donc, Java 11 a ajouté aussi de nouvelles méthodes dans les classes files pour une meilleure gestion des fichiers. Ces méthodes sont readString et writeString. ReadString, cette méthode est utilisée pour lire tout le contenu d'un fichier dans une chaîne. Donc, la méthode est garantie que le fichier est fermé lorsque tout le contenu a été lu. L'autre méthode, c'est writeString. Cette méthode est utilisée pour écrire une chaîne dans un fichier. Donc, comprenons ces méthodes individuellement à l'aide des exemples. On va voir des exemples pratiques. Donc, concernant la première méthode, comme j'ai dit, c'est une méthode qui va vous permettre de lire un fichier. Si on prenons par exemple ce fichier, abc.text, il contient, on va écrire par exemple dans ce fichier bonjour. Si j'exécute la méthode readString, elle va vous permettre de lire le contenu du fichier abc.text et de les afficher. Donc, on exécute la méthode. Voilà, le contenu du fichier, c'est bonjour. Donc, la première méthode, c'est une méthode simple qui permet juste de lire le contenu d'un fichier dans une chaîne string. Concernant la deuxième méthode, donc c'est la méthode writeString. Comme j'ai dit, cette méthode writeString est utilisée pour écrire une chaîne dans un fichier. Si on prend le même fichier abc.text,
tout d'abord, je lis le contenu du fichier avant que je fais la modification. Et après, j'exécute la méthode file.write pour écrire dans le fichier hello world. Je lance notre programme. Il va afficher le contenu du fichier avant la modification, c'est bonjour. Et après, il remplace le fichier, le contenu du fichier par hello world. Bien sûr, cette méthode, il a un ensemble des options, telles que, on va voir la première option, c'est l'option write. Cette option indique que le fichier doit être ouvert pour l'écriture. Il commence à écrire dès le début du fichier. Ça veut dire, il ne remplace pas le contenu du fichier. Si on met par exemple hello world, on laisse hello world et j'exécute la méthode, j'insère bonjour dans ce fichier-là. Qu'est-ce qu'on trouve? C'est l'option par défaut. C'est pas l'option par défaut. Si tu consultes les documentations, tu trouves que write, c'est l'option par défaut. Mais ce n'est pas forcément la version par défaut. Et on va voir pourquoi. C'est le contenu de fichier, c'est hello world, mais il commence à écrire dès le début de fichier. Il ne le supprime pas. Mais la version par défaut, il supprime le contenu. Oui, elle écrase le contenu existant dans le fichier. Exact. Il supprime le contenu de fichier et il écrit le texte. Donc, write, il commence à écrire dès le début, Oui, mais il ne supprime pas la suite. Il ne supprime pas la suite du fichier. Deuxième option, c'est append. Il ajoute à la fin du fichier. Il ne supprime pas le fichier. Maintenant, voilà le contenu du fichier. C'est bonjour ORLD. J'exécute le programme. Il va ajouter additional text à la fin du fichier. Le résultat, c'est bonjour ORL additional text. Troisième option, c'est l'option create. Cette option indique que le fichier doit être créé s'il n'existe pas. Si le fichier n'existe pas, il devra être créé. Donc, je supprime ce fichier-là. Bien sûr, je commande ce code parce que s'il cherche le fichier avant qu'il ait été créé, il va générer une exception. Et je lance. Donc, je trouve que le fichier a été créé. Voilà. Le fichier a été créé avec le contenu New File Content. Quatrième option, Create New. Une petite question, s'il te plaît. Oui. Normalement, la création d'un nouveau fichier, et pour le path, le path, voilà, il est spécifié en haut. Voici le path, fichier. Ça, normalement, le path pour récupérer le fichier ou le path pour l'emplacement où on va créer le fichier. C'est les deux. Les deux, soit si vous voulez créer, donc create, il vérifie dans le path si le fichier il existe. S'il existe, il va ajouter le contenu. S'il n'existe pas, il va créer le fichier puis ajouter le contenu. Ça veut dire qu'on peut commenter à la ligne 27. Si on lance le programme, automatiquement on va créer le fichier? Non. Ne c'est pas le path. Voilà le path. Pardon, create. Voilà le path. Ok. On n'utilise pas dans create. Voilà. Ça marche. C'est obligatoire. Ok, oui. Donc, la quatrième méthode, c'est create new. Cette option, créer un nouveau fichier, mais s'il trouve le fichier, il va générer une exception. La différence entre create et create new, s'il trouve le fichier, elle va ajouter juste le contenu. Si le fichier n'existe pas, elle va être créée. Mais create new, si le fichier existe, elle va générer une exception. Ouais. D'accord. Ça veut dire que le fichier existe déjà. Voilà. Si j'exécute, par exemple, maintenant, si j'exécute
Je décommande cette partie. Voilà. Il affiche le contenu du fichier, mais dans la ligne write string, il va générer une erreur, que ce fichier-là, il n'existe pas. Il existe, pardon. Ce fichier-là, il déjà existe. Ça marche? Oui. La cinquième option, c'est truncate existing. Cette option indique que le fichier existant doit être tronqué. Ça veut dire qu'il supprime toutes les données et l'écrit. Si vous voulez, c'est ce que je constate, c'est le par défaut. Oui. Donc, il va supprimer le fichier et va créer new content. Voilà. Le contenu du fichier, c'est new file content. Après l'exécution de write string, c'est new content. Ça marche pour read string et write string. Oui. Oui. On a une autre nouveauté dans Java 11, c'est not predicate. C'est une méthode statique introduite dans Java 11 afin d'annuler un prédicat existant. Pour mieux comprendre, c'est mieux, comme toujours, d'avoir un exemple pratique. Donc, si vous permettez, je peux désactiver ce contenu-là. Une petite question, M. Bonfou. Oui, monsieur Ad. Pour l'écriture sur les fichiers, est-ce que seulement le point texte, ou tu as déjà testé avec une autre extension? Donc, la fonction, il est utilisée sur les fichiers, mais moi, pour être franc, j'ai seulement utilisé sur les textes. Ok. Bien sûr, pour tester sur les fichiers Excel et CSV, vous aurez besoin des autres classes, bien sûr. C'est ça, effectivement. Donc, pour tester notre predicate, j'ai créé une classe personne qui a un attribut âge et le constructeur, bien sûr, et une méthode isAdit qui permet de tester si le personne est adulte ou non. Bien sûr, en comparant avec une constante adulte âge égale à 18 ans. Donc, si je prends par exemple une liste de personnes, de 3 personnes, une personne qui a un an, 18 ans, 12 ans, et je veux tester sur cette liste-là. On utilise bien sûr les streams, filter, personne, de point, référence de méthode, de la méthode isAdult. Ce code, il va retourner une liste des personnes qui sont adultes. Dans notre exemple, une seule personne. Si j'exécute ce code-là, Is adulte, tu as mis supérieur strictement? bien sûr. Ou égal, ou égal. Égal, oui. Voilà. On a une seule personne qui est adulte, c'est la deuxième personne qui a 18 ans. Est-ce que ça veut dire que tu as utilisé l'interface predicate? Non, attends, monsieur Adi. Il est en train d'expliquer d'abord predicate, L'utilité. après il va nous expliquer note. Oui, je suis méthode en train d'expliquer pourquoi ils ont pensé à introduire la méthode not predicate. La négation de la méthode predicate. Ok. Si, malheureusement, pour récupérer les personnes qui sont non adultes, nous sommes obligés d'abandonner la référence méthode. Dans cet exemple, j'ai utilisé la référence méthode. Donc, pour récupérer, bien sûr, la négation, vous pouvez le récupérer en utilisant personne, point, utiliser la méthode classique, point isAdult, et faire la négation. Cette méthode, elle va vous retourner, bien sûr, les personnes qui sont non adultes. Ou bien une autre option, c'est d'ajouter une autre méthode dans la classe personne qui est isNotAdult, dans lesquelles tu fais l'inverse.
Mais imagine la classe personne ne vous appartient pas. Vous êtes un consommateur qui consomme la classe personne, donc vous n'aurez pas le privilège de modifier dans la classe personne. La classe personne est développée avec Java 8, avec Java, la version inférieure à Java 11. Donc, vous êtes obligé d'utiliser la méthode classique ou bien vous n'aurez pas une autre méthode, seulement cette méthode-là. Mais à partir de Java 11, ils ont introduit la méthode NotPredicate. Si vous voulez récupérer les personnes qui sont adultes, personne de point predicate. Elle fonctionne. Si vous voulez l'inverse, vous utilisez predicate.not, l'inverse de cette opération. Et vous trouverez la liste des personnes qui sont non adultes. Dans notre exemple, 2 personnes, le premier et le deuxième. Dans le troisième, pardon. 1 et 2. Si vous avez des questions, sinon je passe la parole à M. Abdrahim. Une petite question, M. Bourafou, s'il te plaît. Oui, M. Ali. Est-ce que tu peux supprimer point note? Une erreur. Ok, ça marche. Est-ce que vous pouvez entrer consulter la méthode note, bien sûr, elle est introduite dans Java 11, dans l'interface fonctionnelle predicate. Donc, le code source de la méthode note, il contient? Je crois automatiquement, il retourne un boulot. Il contient l'ancien predicate point negate. Point negate, la négation de l'ancien predicate, not predicate. D'accord. D'accord, maintenant on va parler sur le keyword de Java var. Il a été introduit en Java 10 exactement. L'objectif de l'utilisation de var, c'est pour donner sens à des variables. Par exemple, il prend le type d'une variable selon le contexte. Et la déclaration du variable var, on peut prendre le nom var et en ajoutant le nom de la variable égale la valeur. Comme exemple, on prend par exemple si je veux par exemple déclarer des variables avec le keyword var, je dois tout simplement dire var par exemple x égale à 100. Le compilateur sait exactement que x est de type entier. Donc le deuxième il a été double, le troisième le char et le quatrième string et le cinquième booléen. Si je vais essayer par exemple de concaténer par exemple booléen avec x, donc il va générer le compilateur doit compiler. Donc il voit que booléen ne doit pas ajouter à init. Donc vous avez compris comment déclarer une variable. Donc il donne le type runtime. Oui, exactement. Ou bien compile time. C'est ça. Donc c'est ça comment on va déclarer une variable var. Donc si on prend par exemple l'exemple avant, lorsqu'on a déclaré des variables, si vous avez constaté qu'on a la possibilité d'utiliser le keyword var seulement comme une variable locale. Donc il ne peut pas jamais utiliser en tant que variable d'instance. Donc si on veut par exemple déclarer une variable d'instance en utilisant le keyword var, par exemple var mon nom par exemple égale par exemple quelque chose, le compilateur doit nous donner une erreur parce qu'il écrit par exemple cannot resolve symbol var. Toujours on doit utiliser le keyword var en tant que variable locale. Ça c'est la première règle. La deuxième règle, c'est on ne peut pas jamais utiliser le keyword var en tant que générique type. Par exemple, si on veut déclarer
par exemple, si on a déclaré par exemple une liste de values, par exemple des entiers, et on a la possibilité d'ajouter un et 2, on ne peut pas par exemple dire que cette liste soit une liste des var. Donc c'était pas logique d'utiliser le keyword var avec les génériques. Si on veut par exemple utiliser le keyword var, on peut dire par exemple, cette liste de values sera un var. Comme ça, il va comprendre que cette liste est une liste des objets. C'était pas. Et c'est ça, c'est un inconvénient pour l'utilisation de var. Comme ça, si on ajoute par exemple, euh, si on ajoute par exemple un string ici, donc tout marche bien. Donc, et ça, c'est une limitation de l'utilisation du keyword var. Si on veut dire à var pour qu'il prend par exemple seulement les entiers, on doit implicitement ajouter le type ici. Comme ça, elle va générer une erreur. Comme ça, var, elle va comprendre que cette liste soit totalement des entiers. On passe maintenant à la troisième règle. Pour le troisième rôle, on ne doit jamais initialiser, on ne doit jamais utiliser une variable avec var et on ne l'instancie pas. Par exemple, si on veut déclarer une variable, si on le déclare par exemple comme ça, le compilateur nous donne une erreur. Elle doit générer une erreur. Elle ne va pas accepter qu'une variable doit déclarer son initialisation. Aussi par exemple, si on veut par exemple déclarer une méthode, on ne peut pas déclarer avec le keyword var. Comme ça, le compilateur doit aussi nous donner une erreur. Donc, je pense que tout est bien clair. Allô? Oui, c'est bien, on vous entend bien. Donc on passe maintenant à l'HTTP client qui a été introduit. On voit, avant on doit avoir une utilisation de keyword var avec le lambda expression. Supposons qu'on a par exemple une liste de valeurs, comme ça une liste de strings. Si on veut par exemple, là c'est l'exemple sans l'utilisation du keyword var, et ça c'est avec l'utilisation du keyword var. Donc si on exécute notre programme, ici il existe une erreur ici. Ça, comme vous voyez, il est arrivé à afficher les listes. Je m'excuse. Ça, ce que j'ai fait, c'est j'ai utilisé un keyword, une variable locale en utilisant le keyword var à l'intérieur d'une lambda expression. Donc la liste ici j'ai créé une liste des moyennes. J'ai converti cette liste en string et j'ai utilisé la méthode map. Et comme ça, j'ai la possibilité de déclarer une variable avec le keyword var. Comme ça, je peux ajouter par exemple 2 points pour chaque point existe dans la liste moyenne. Tout est clair? Oui, c'est clair. Oui, oui, c'est bien. D'accord, on passe maintenant à l'HTTP client. Donc quand vous avez l'HTTP client, il a été introduit en Java 11 pour remplacer le HTTP URL Connection.
Les avantages de HTTP client est qu'il supporte le protocole 1.0 et aussi il supporte le protocole HTTP version 2. Et il peut utiliser pour créer des requêtes synchrones et asynchrones. Donc pour mieux comprendre l'HTTP client, on doit faire un exemple. Donc tout simplement, j'ai utilisé une API, fake API de placeholder. Si je consulte par exemple cette API, j'aurai un résultat d'un objet user ID, ID title et completed. Donc si je veux créer cette requête à base de l'HTTP client, je dois implicitement déclarer un HTTP client. Je peux par exemple le déclarer implicitement sans l'utilisation du keyword var en utilisant HTTP client, comme ça. Et aussi, comme ça, je fais appel à la méthode statique qui existe dans l'HTTP client, qui nous donne une instance grâce à la méthode build, et nous donne une instance de l'HTTP client. Après, je dois créer ma requête. La requête se compose d'une méthode static new builder. Il prend un URI. L'URI, on déclare URI create et on fait appel à notre API là. Et après, on fait appel à la méthode build. Pour qu'on exécute notre requête, on doit implicitement faire appel à la méthode send. Cette méthode send prend la requête et le type de réponse. Comme ça, on dit par exemple que la réponse qu'on veut, par exemple, on veut la prendre comme un string. Si on exécute notre programme, comme ça j'ai arrivé à recevoir la réponse. Vous arrivez à voir. Si je veux par exemple consulter la réponse tout entier, comme ça j'ai arrivé à voir le statut de la réponse. Elle a été à 200. Donc tout est OK. Donc si je veux par exemple faire une requête asynchrone, donc tout simplement c'est la même procédure d'avant, sauf que je fais appel à la méthode send async. Send async, c'est une méthode qui est utilisée pour achever une requête asynchrone. Donc si par exemple je ne fais pas appel à cette méthode join, rien ne s'affiche parce que c'est un appel asynchrone. Comme ça le système out.println, il va s'exécuter sans avoir la réponse. Comme ça, rien n'est affiché. Pour sauvegarder la réponse, j'utilise la méthode join. Comme ça, je peux arriver à capturer la réponse. Je pense que tout est clair. Oui. On va arriver maintenant à recevoir l'objet. Ce que j'ai fait, donc, ce que j'ai fait là, donc, en premier, j'ai créé un modèle pour faire une démonstration de ma page. Donc, j'ai créé un to-do. Avant tout, j'ai ajouté deux dépendances dans mon fichier de pom.xml. Le fichier de ma page Jackson Data Binding et aussi le projet Lombok. Donc j'ai créé une classe todo avec les annotations, les getter, setter, le constructeur et la méthode de string.
Et j'ai arrivé à ma classe client dont j'ai défini un post URI. Cette URI me donne par exemple, si on consulte cette URI, il nous donne un tableau des données. Donc si je veux par exemple avoir ce tableau, donc j'ai créé l'objet, j'ai instancié le mapad, j'ai fait appel à la méthode de HTTP client, j'ai créé une requête avec la méthode get. Dans l'URI, je crée mon URI et je fais appel à la méthode build. Pour la réponse, dans un premier temps, je la pris comme un string. Pour la première fois comme un string. Mais si je veux par exemple lire la réponse avec le mapper, je dois faire appel au mapper. Je lis le body de la réponse. Et pour le mappage, j'utilise un type de référence de liste de to-do. Pourquoi? Pour ça, il va comprendre que la liste souhaitée est une liste de l'objet to-do. Ça. Et je peux, donc si je démarre mon programme, comme ça j'ai arrivé, j'ai fait appel à la méthode toString de todo, j'ai arrivé à avoir tous les objets dans la requête. Si je veux par exemple utiliser le keyword var avec le to-do list, je peux tout simplement utiliser le keyword var. Comme ça, il va comprendre que c'est à base de cette liste, il va comprendre que la réponse, que le résultat doit être d'un objet to-do. Donc, premièrement, c'est par exemple, j'ai supprimé cette liste. Comme ça, il va pas ça, il va comprendre que cette liste soit de type objet. Donc, et lorsque je fais appel à la méthode println, il va me donner une erreur. Parce que for each n'existe pas dans la classe object. Donc, je dois implicitement dire que cette liste soit de la liste to-do. Comme ça, il va comprendre. Et je démarre mon programme. Le tout est bien marché. Donc j'ai arrivé à faire une requête HTTP en utilisant le HTTP client. Donc c'est tout ça pour moi. Je pense que... À toi la parole, Abraham. Je pense que c'est bon. Vous voyez maintenant l'écran? Oui, c'est bon. Donc pour la partie que je dois présenter, c'est les améliorations introduites en Java 11 côté performance et les procédures à suivre pour faire une migration de Java 8 à Java 11. Donc tout d'abord, on va commencer par les améliorations. Et je voulais citer 4, l'introduction de No Operation Garbage Collector et des improvements côté architecture intrinsique, c'est une architecture processeur, et l'introduction de modules de GFR ou Java Flight Recorder et les classes file, les constantes class file. Donc, je vais commencer par le nom Operation Garbage Collector. C'est une fonctionnalité expérimentale introduite dans Java 11. Elle est également connue sous le nom de Epsilon Garbage Collector. Contrairement aux autres Garbage Collector, Epsilon ne recycle pas la mémoire allouée. Au lieu de cela, elle alloue simplement la mémoire et ne le recycle jamais. Cela signifie que la mémoire allouée ne sera jamais libérée, ce qui peut entraîner une fuite de mémoire
mais le système de garbage collector est indispensable en mode de production. Donc, il y a des cas spécifiques où on peut utiliser cette fonctionnalité de Epsilon Garbage Collector, comme des tests de performance ou des memory pressure testing ou des VM interface testing ou des extremely short-lived jobs. Pour activer Epsilon Garbage Collector, on doit introduire deux options pour le GVM, comme illustré dans l'écran, Unlock Experimental VM Option et plus Use Epsilon Garbage Collector. Donc, pour la partie d'architecture 64 intersect améliorée, comme je vous ai dit, c'est une architecture de processeur. La fonctionnalité intersect, c'est une fonctionnalité introduite dans Java 11 qui améliore les intersects pour le processeur 64 bits. Les intersects sont utilisés pour exploiter le code d'assemblage spécifique à l'architecture des processeurs qui est exécuté au lieu du code Java générique pour une méthode donnée afin d'améliorer les performances. Les intersects de chaînes et de tableaux existants ont été améliorés et de nouveaux intersects ont été implémentés pour les fonctions arithmétiques, sin, cos ou logarithmiques du package de Java-Lang Math. Cette fonctionnalité est destinée à améliorer les performances des applications en utilisant des modèles de code spécifiques à l'architecture du processeur. Pour la deuxième fonctionnalité de GFR, c'est un outil de profilage que nous pouvons utiliser pour collecter des données de diagnostic et de profilage à partir d'une application Java en cours d'exécution, en mode runtime. GFR est désormais open source dans OpenJDK, alors qu'il s'agissait auparavant d'un produit commercial dans Oracle JDK, comme a présenté Hamza pour la différence entre Oracle JDK et OpenJDK. GFR fait partie de ces modules. Pour le fonctionnement, GFR collecte les informations sur les threads en cours d'exécution, les cycles de garbage collector, les verrous, les sockets et l'utilisation de la mémoire, et bien plus encore d'informations. Son impact sur les performances est presque négligeable, généralement inférieur à 1%, donc il ne va pas apporter un grand impact sur l'application en mode run. Pour les applications de courte durée, cet impact peut être légèrement supérieur, car le GFR nécessite une période de préchauffage au démarrage. Donc, pour l'utilisation dans Java 11, vous pouvez activer GFR à l'aide des indicateurs. Comme pour la partie d'Epsilon, on doit indiquer que -X plus Flight Recorder pour les paramètres de GVM. Bon, pour la version OpenJDK, ces indicateurs ne sont pas nécessaires et sont disponibles par défaut. GFR, comme je vous ai dit, c'est un outil de collecte des informations. Donc, il ne dispose pas d'un outil standalone. Nous utilisons pour la partie d'affichage ou de visualisation le GMC, le Java Mission Control, qui contient un plugin qui nous permet de visualiser les données collectées par GFR. Donc, pour la phase de recording, tout d'abord, nous compilons le fichier .java du programme pour obtenir bien sûr le fichier .class à l'aide du compilateur Java standard. Une fois la compilation réussie, nous pouvons démarrer le programme avec ces options comme illustré dans le diapo. On indique la durée et le nom de fichier de sortie et la classe path de fichier .class. Notre programme insère des objets dans on va faire une simulation d'une boucle infinie qui va générer bien sûr une leak memory et un shutdown de l'application. Donc notre programme insère des objets dans une liste jusqu'à ce qu'une out of memory se produise. Ensuite, le programme se met en veille pendant une seconde dans cette partie de sleep, thread sleep. Donc, après ça, nous compilons le programme en exécutant la commande suivante depuis la ligne de commande de Javac. Maintenant, nous allons démarrer le programme avec les options indiquées auparavant pour bien faire le record. Et après ça, on peut visualiser ce qu'on a recordé dans le fichier GFR à l'aide de l'outil Java Mission Control. Donc, il nous affiche des diagrammes pour la consommation de mémoire et des threads.
Et comme vous voyez à gauche, il y a plusieurs options qu'on peut aussi consulter. Bien la partie code, où on peut voir chaque méthode, combien de fois elle était lancée et l'allocation de mémoire pour chacune. Bon, la quatrième fonctionnalité, c'est les classes, les constants, les classes files constantes. Cette fonctionnalité permet d'introduire des constants dynamiques dans le bytecode Java. Ces constants peuvent avoir des valeurs qui sont calculées au moment de l'exécution, offrant une plus grande flexibilité par rapport aux constantes statiques, dont les valeurs sont déterminées à la compilation. Le fonctionnement de cette fonctionnalité, une constante de type constant dynamique est résolue en exécutant une méthode Bootstrap avec les paramètres suivants: un objet lookup local, une chaîne de caractères représentant le composant de nom de la constante, la classe représentant le type de constante attendue et l'argument Bootstrap restant. Donc, on a ce bout de code. Dans cet exemple, constante dynamique est utilisée pour représenter une constante dynamique et une méthode de démarrage de Bootstrap qui est invoquée au moment de l'exécution pour calculer sa valeur. Bon, pour la migration depuis Java 8 vers Java 11, elle implique plusieurs changements dus à l'introduction de nouvelles fonctionnalités et de fonctionnalités au système de modules et à la suppression de certains API obsolètes. Voici les étapes clés pour réussir une migration. D'abord, il faut comprendre les changements. Avant de commencer, il faut se familiariser avec la différence entre Java 8 et Java 11. Cela inclut les fonctionnalités obsolètes ou supprimées, les mises à jour de sécurité, la modification de comportement. Et il faut prendre en compte les changements de distribution comme cité par Hamza, les Java FX, JAX-B et JAX-WS et bien d'autres modules. Il faut mettre à jour les dépendances, toutes les dépendances de notre projet vers les dernières versions compatibles avec Java 11 et assurer que le projet compile correctement et résolver les problèmes liés aux accès, les actions officielles au package divisé et au module Java Enterprise Edition obsolète. Il faut modulariser l'application. C'est l'un des grands changements entre Java 8 et Java 11. Réorganiser le code pour utiliser les systèmes de modules introduits dans Java 9 et identifier les dépendances entre modules et assurez-vous qu'ils sont correctement déclarés dans le fichier module info.java. Il faut mettre à jour le code source, passer en revue le code source et effectuer les modifications nécessaires pour qu'il soit compatible avec Java 11 et vérifier les API obsolètes et remplacer-les par des alternatives comme des parties tierces ou des jars externes. Et faire des tests approfondis de l'application, vérifier les performances, la stabilité et la compatibilité avec les bibliothèques tierces. Mettre à jour des outils et les plugins de build en utilisant l'outil de gestion de projet, soit Maven ou Gradle. Assurez-vous que votre environnement de développement est configuré correctement et faire un déploiement pour l'application sur un environnement Java 11 avec un serveur d'application compatible. Surveiller alternativement les fichiers de log et les métriques pour détecter tout type de problème. Et bien sûr, mettre à jour la documentation de l'application pour inclure les spécifiques de Java 11 et former l'équipe sur les nouvelles fonctionnalités et les meilleures pratiques de Java 11. Donc, c'est tout de mon côté. Merci à vous. Merci, mon ami. Merci d'avoir cette présentation qui est très intéressante pour les devs Java. Donc, pour conclure, Java 11 représente une version stable et majeure de Java et devient un choix pour les entreprises pour migrer leurs applications. Donc, pour ça,
ils vont bénéficier de support, performance optimisée, comme Abdelrahim il a déjà expliqué. JDK 11 est le plus performant par rapport au Java 8. Donc, ce qui garantit une expérience de développement fiable pour les entreprises. Donc, tabarakallah alaykoum.